Bonjour Bernard Bastide. Bonjour. Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir à Station Ozone. Vous êtes journaliste, aussi écrivain, enseignant chercheur en histoire et en esthétique du cinéma. Vous êtes spécialiste, entre autres, de l'histoire du cinéma muet en France et de la Nouvelle Vague. Et on vous doit un certain nombre d'ouvrages consacrés, entre autres, à Louis Feuillade, Léonce Perret, à Agnès Varda, dont vous avez été l'assistant de nombreuses années, à Bernadette Lafont et évidemment aussi à François Truffaut. Aujourd'hui, nous vous accueillons à l'occasion de l'édition que vous avez établie et commentée de la correspondance de François Truffaut avec les écrivains, parue aux éditions Gallimard. Donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est on peut parler vraiment d'un amour fou de François Truffaut pour la littérature. Est-ce que vous nous éclairez sur d'où vient ce goût, cette passion pour la lecture et les livres de François Truffaut? En fait, oui, François Truffaut est tombé très tôt en fait dans la marmite du livre, je dirais, puisqu'il a eu la chance d'avoir une grand-mère qu'il a accueillie, qu'il a élevée jusqu'à sa 10e année. Et cette grand-mère était très férue de littérature, hein, c'est sa grand-mère maternelle. Donc elle l'a très tôt amené dans des librairies, elle l'a très tôt amené dans des bibliothèques de quartier, et elle lui a donné véritablement le goût du livre, le goût de la lecture. Et ce goût de la lecture ne l'a jamais quitté. Ensuite, quand il a eu 10-12 ans, il est reparti vivre avec ses parents, enfin avec sa mère et son beau-père. Et là, il a continué, donc c'est la période de la guerre, il a continué à lire beaucoup, à lire souvent en cachette aussi les livres interdits pour un garçon de 10 ans ou 12 ans. Il a commencé à collectionner aussi, hein, parce qu'il y a ce côté autodidacte chez lui qui fait qu'il va lire de façon un peu systématique une série de classiques édités chez Fayard. Et il va les lire de A à Z, ou plus particulièrement de B à Z, c'est-à-dire de Balzac à Zola. Et évidemment, Zola va beaucoup le marquer par la violence de certaines séquences de romans. Balzac va énormément le marquer au point qu'il va en faire un de ses auteurs fétiches, qui sera très souvent cité, notamment dans Les 400 coups, où le jeune Douanel élève un hôtel à la gloire de Balzac, mais aussi il va beaucoup aimer Daudet, par exemple. C'est moins connu, mais il a beaucoup apprécié Daudet. Donc voilà, il va faire sa culture comme ça, par le livre, jusqu'à ce que la Libération arrive, le cinéma américain débarque sur les écrans français, et là, il va y avoir un phénomène de bascule, c'est-à-dire que Truffaut va continuer à aimer beaucoup la littérature, mais quelque part, le cinéma va prendre le dessus, va occuper ses soirées, ses journées. Comme il séchait l'école, il avait l'occasion de voir beaucoup de films aussi dans la journée. Voilà, et donc il va y avoir un phénomène de bascule. Quels étaient ces écrivains fétiches, à part Balzac ou Zola? Vous parlez un peu de Proust, mais il y avait des auteurs, quand il était plus adulte, c'était qui ses écrivains préférés? Oui, il y a eu Proust, il y a eu Gide, il y a très peu de contemporains, bon, à part quelques-uns avec lesquels il a correspondu pour des projets d'édition, hein, par exemple Maurice Pons, l'auteur de la nouvelle Les Mistons dans le recueil virginal, ou Henri-Pierre Rocher, dont il a découvert Jules et Jim très tôt et qu'il va porter à l'écran quelques années après. Voilà, mais il y a assez peu de littérateurs contemporains. Quand c'est des contemporains, il y a une écriture quand même qui est très proche de Cocteau, très proche de ce style-là, hein, très, très littéraire, très raffiné en fait, hein, toujours un peu la même famille d'auteurs. Et par contre, Truffaut va passer complètement à côté du nouveau roman. Hein, voilà, c'est quelque chose qui va pas du tout le sensibiliser, contrairement à son ami René ou d'autres cinéastes de cette période-là. Voilà, il va passer complètement à côté du nouveau roman. Il va garder en fait des goûts assez classiques. Ça va évoluer un petit peu au cours de sa vie. Il disait qu'à la fin de sa vie, effectivement, il lisait surtout des biographies. Hein, il avait moins le goût pour la fiction, il avait plus le goût effectivement pour des biographies, notamment quand il va préparer le dernier métro, il va lire beaucoup de biographies d'acteurs, notamment la biographie de Jean Marais, etc., où il va piocher des personnages, des scénettes, hein, qui vont nourrir son film. Et quels sont les éléments littéraires que l'on retrouve le plus régulièrement dans ces films? Enfin, il y a énormément d'éléments, mais est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns et quelques séquences de ces films où on parle de livres, où on voit des livres, ou
Ah oui, il y a énormément de livres présents. Alors, on écrit beaucoup hein, chez Truffaut. Hein. On écrit des lettres, on écrit des cartes postales, on écrit des télégrammes, on écrit ce qu'on appelait des petits bleus. Hein. Donc, on s'envoie toutes sortes de missives sous toutes sortes de formes. Et donc, l'écrit est très présent. Et puis après, il y a effectivement des personnages qui sont plus versés dans l'écriture style journal. Donc, il y a par exemple Adèle H, hein, qui écrit son journal intime, tous ses tourments sentimentaux qu'elle confie à son journal. L'enfant sauvage aussi est beaucoup basé sur l'écriture parce qu'en fait, c'est inspiré de 2 rapports du docteur Itard qui avait pris en charge donc, cet enfant sauvage découvert au fin fond de l'Aveyron. Et la forme qu'a trouvé Truffaut, c'était l'idée que le docteur aurait tenu une espèce de journal au jour le jour pour noter effectivement ses réflexions, ses commentaires, ses observations du jeune sauvage. En fait, c'était pas la forme initiale, puisque la forme initiale, c'était des rapports destinés effectivement à des académies qui allaient subventionner cette recherche. Mais voilà, donc Truffaut a trouvé cet accomplissement avec cette forme-là. Et puis peut-être que le film suprême qui rend hommage au livre, c'est L'homme qui aimait les femmes, puisque le héros, effectivement, va quasiment délaisser sa passion pour les femmes et ce côté très consumériste hein, de toutes les jolies femmes qui peuvent passer à portée de main. Il va délaisser quelque temps pour confier, donc coucher sur le papier tous ces récits, les récits de ses aventures amoureuses, et ça va devenir un livre à la fin qu'on voit imprimé dans les derniers plans du film. Donc on peut dire que le livre et l'écrit en général sont très très présents dans l'œuvre de Truffaut. Lui-même, d'ailleurs, disait je n'adapte pas les livres, je rends hommage à des livres que j'ai aimés. Hein, donc voilà, c'était vraiment cette idée quand il prend effectivement Jules et Jim, il rend hommage à un livre qu'il a aimé, qui est un roman qui n'a pas trouvé son public, qui n'a pas eu de succès en librairie, et par le biais du cinéma, Truffaut va permettre que ce livre soit non seulement lu et beaucoup lu en France, mais aussi traduit dans le monde entier, y compris au Japon. Donc il a une mission comme ça presque de super attaché de presse hein, pour faire connaître les œuvres qu'il aime et les faire partager au plus grand public. Il y a aussi un autre grand livre, un grand film de Truffaut sur les livres, c'est comme un Fahrenheit 451. C'est vrai, il y a aussi Fahrenheit 451 qui, lui, englobe effectivement tous les livres. Hein. Truffaut n'était pas du tout un lecteur de science-fiction. C'était un genre qu'il n'aimait pas ni au cinéma ni en littérature. Mais ce qu'il a touché dans le roman de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, c'est l'idée effectivement d'une société qui préserve les livres, qui les sauve effectivement de la destruction. Truffaut avait été beaucoup marqué par les images des autodafés hein, pendant la guerre, quand le pouvoir nazi brûlait comme ça, faisait de grands feux avec des tas de livres qui étaient brûlés. On a d'ailleurs quelques images comme ça dans Jules et Jim. Et il a cultivé effectivement ce goût du livre et il a eu plaisir à faire ce film qui rend hommage vraiment à tous les livres. Et la plus belle séquence, effectivement, c'est la dernière du film où des personnages se retrouvent sur une espèce d'île et chacun a absorbé, a ingurgité, a appris par cœur un livre qu'il récite de façon comme ça en boucle, de façon à ce que la mémoire de ce livre-là ne soit pas perdue et soit transmise ensuite aux jeunes générations. Donc c'est sans doute le plus bel hommage, effectivement, qu'on pouvait rendre au livre et à la littérature. Alors, peut-on parler d'un François Truffaut écrivain? Alors, François Truffaut a beaucoup écrit et peu publié, on pourrait dire, hein, puisque de son vivant, il n'y a eu que 2 livres. Un livre d'entretien hein, avec Alfred Hitchcock, qui a connu différentes versions, remaniements. Alors, c'est vrai qu'on a souvent tendance à considérer qu'un livre d'entretien, c'est pas vraiment un livre d'auteur. Mais je crois que François Truffaut a beaucoup travaillé ce livre-là, c'est beaucoup confié, a mis beaucoup de lui-même dans ce livre-là, et on peut le considérer à part entière comme une œuvre véritablement littéraire de François Truffaut. Et ensuite, il y a un second ouvrage auquel il a consacré beaucoup de temps, c'est Les films de ma vie. Donc c'est une compilation de tout, enfin d'une sélection de ses articles parus notamment dans les Cahiers du cinéma et le journal Art. Et il avait entrepris effectivement une vaste campagne pour, en demandant à sa secrétaire de ressaisir effectivement beaucoup de ces
articles de l'époque où il était journaliste. Et ensuite, il a établi une sélection. Et il en a réécrit aussi certains pour un petit peu arrondir les angles. Et moi, quand j'ai publié les chroniques d'art spectacle il y a 3 ans chez Gallimard, je suis reparti à la source de façon à retrouver les articles d'origine, avec toute la virulence, la dureté parfois dont Truffaut pouvait, que Truffaut pouvait manifester dans ses écrits journalistiques. Donc on peut dire que c'est quelqu'un qui a écrit toute sa vie. Il a écrit comme journaliste. Ensuite, il a écrit effectivement quelques livres, mais très peu. Et il a écrit beaucoup de scénarios, il a écrit beaucoup de lettres. Hein. C'était un épistolier compulsif. En consultant ses archives, je me suis aperçu que quand il n'était pas en tournage, il s'enfermait dans son bureau et il pouvait écrire 10 lettres dans la même journée. Mais c'était vraiment 10 lettres, c'était pas des SMS, c'était pas des emails, c'était vraiment des lettres de plusieurs pages sur ce papier pelure très particulier, hein, qu'il prisait par-dessus tout. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit en fait, même si il y a une toute petite partie qui est aujourd'hui visible, lisible par le grand public. Mais est-ce que vous avez une idée pourquoi il a entretenu une correspondance aussi importante? C'était sa façon pour lui de garder le lien avec les gens qu'il aimait bien et en même temps de garder une espèce de distance, de réserve. Hein, c'était quelqu'un de très timide, de très discret. Et quand des personnes appelaient au bureau pour demander à le voir, la secrétaire avait pour mission de dire qu'il m'écrive. Écrivez-lui. Et donc, voilà, Truffaut entretenait comme ça des relations épistolaires pendant des décennies avec des gens qu'il n'avait parfois jamais rencontrés. Je suis allé à Liège la semaine dernière, j'ai rencontré Bernard Goer, qui est un écrivain belge, qui a correspondu pendant très longtemps avec Truffaut, quelque chose comme 22 ans, et ils ne se sont jamais rencontrés. Donc c'est une relation uniquement par le biais de la correspondance. Et je crois que Truffaut, ça lui plaisait bien parce que c'était quelqu'un qui n'aimait pas le côté effectivement rituels sociaux, l'idée d'aller au restaurant. Pour lui, c'était du temps perdu. Hein. On pouvait voir un film pendant ce temps-là, peut-être 2 même. Donc il n'aimait pas ce côté effectivement se plier à tout un jeu de règles sociales, d'échanges. Donc la correspondance, ça lui allait très bien parce qu'il gardait cette distance, il pouvait prendre le temps pour répondre, réfléchir et en même temps entretenir des relations très fortes avec ses correspondants. En lisant la correspondance, enfin l'écriture, elle n'est pas particulièrement travaillée dans les lettres de Truffaut à ses correspondants. Mais est-ce qu'on peut parler d'un style de Truffaut qu'on retrouverait plutôt dans ses critiques? Je ne sais pas s'il y a un style Truffaut. Il y a des styles Truffaut, je pense, en fonction des correspondants. En fait, le livre au départ devait s'appeler Correspondance littéraire, mais on a trouvé effectivement que ça risquait d'induire un peu en erreur le lecteur potentiel. Et on a supprimé ce titre-là parce qu'en fait, il est très peu question de littérature dans cet ouvrage de correspondance. Ce sont beaucoup des échanges, donc principalement d'abord avec des auteurs qu'il admirait. Hein, donc Truffaut disait qu'il avait besoin d'admirer, hein, que c'était un exercice comme ça qu'il prisait particulièrement. Donc quand il est jeune journaliste, quand il a moins de 20 ans, il rencontre quand même, excusez du peu, Jean Cocteau, Jacques Audiberti et Jean Genet. C'est quand même, bon, ça met la barre assez haut. Et ces gens-là, tout de suite, le considèrent comme quelqu'un d'intéressant, avec qui ils ont plaisir à échanger. Donc, il y a quand même une volonté de le valider, quoi, de valider comme ce jeune homme comme correspondant. Et puis ensuite, oui, il va beaucoup correspondre avec les cinéastes, forcément, qu'il a envie d'adapter. Sans toutefois y réussir à chaque coup. Hein. Donc, évidemment, les écrivains qu'il a adaptés, donc j'en ai cité certains, il y a Maurice Ponce, il y a Henri-Pierre Rocher, Ray Bradbury, David Goudis, etc., etc. Mais ce qui m'a plu, moi, effectivement, c'était aussi d'éclairer la partie invisible de l'iceberg. C'est-à-dire, Truffaut a eu un certain nombre de projets qui, malheureusement, pour des raisons diverses, n'ont pas pu voir le jour. Et notamment, au début des années 60, il y a un très beau projet avec un écrivain qui s'appelle René Jean-Claude, qui est malheureusement assez oublié aujourd'hui,
Donc Truffaut avait le projet d'adapter Le Bleu d'Outre-Tombe, qui était un roman mettant au centre de son récit une figure donc d'institutrice qui avait connu des problèmes psychiatriques par le passé, et le jour où ses collègues donc découvraient ce passé psychiatrique, lui menaient la vie dure. Donc Truffaut, grâce à Moussy, son scénariste des 400 coups, avait lu ce livre, découvert ce livre, l'avait beaucoup aimé et souhaitait confier le rôle principal à Jeanne Moreau. Et puis donc le montage de Tirer sur le pianiste a pris du retard. Le fils de Jeanne Moreau a eu un accident très grave. Donc tout ça a été retardé, différé jusqu'au jour où Truffaut a arrêté le projet, a mis fin effectivement à ce projet. Et dans le livre, on retrouve comme ça d'autres projets. Il avait un projet très beau avec Elie Wiesel aussi dans les années 60, qui se serait appelé Le Dernier Déporté. Parce que son ami Hélène Scott, qui travaillait à Unifrance Film à New York, lui avait soufflé effectivement l'idée de travailler avec ce jeune auteur qui publiait ses premiers travaux sur la Shoah. Donc, curieusement, le projet ne va pas se faire aussi. Et puis, plus tard, il aura également le projet de confier une adaptation à Milan Kundera. Et là aussi, ça ne se fera pas. Et Truffaut aura cette très belle réponse. Il lui dira, mais c'est pas très grave si on n'arrive pas à travailler ensemble. Ce qui importe, c'est votre œuvre littéraire. C'est toujours celle-là qu'il faudra privilégier par rapport à des travaux de scénaristes. Et ça, c'est une petite musique qu'on retrouve souvent dans les échanges épistoliers de Truffaut avec des écrivains. C'est toujours cette idée que Truffaut place quand même la littérature toujours un cran au-dessus du cinéma. Il a tendance effectivement à considérer que c'est plus important la littérature que le cinéma. Il a tendance à trouver que le cinéma se nourrit un peu trop de littérature, exploite un peu trop la littérature et souvent mal. Donc il a un respect pour l'auteur, pour l'écrivain, et lui-même d'ailleurs va encourager beaucoup de personnes de son entourage à passer à l'écriture, à persévérer dans l'écriture, notamment Bernard Goer, ce jeune écrivain liégeois qui à 17 ans lui envoie une nouvelle, donc un embryon de roman, et Truffaut lui écrit en lui disant « mais vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver ». Et Bernard Goer, qui a aujourd'hui 77 ans, est toujours écrivain, continue à écrire. Donc voilà, il est des lettres qui peuvent changer des fois un destin. Cette correspondance avec les écrivains, est-ce qu'elle est exhaustive? Sinon, comment vous avez choisi en fait, les écrivains qui s'y trouvent? Alors, j'ai commencé par m'immerger dans le fonds François Truffaut de la Cinémathèque française. Donc, c'est toute la famille et Truffaut de son vivant, puis ses héritiers ensuite, ont déposé énormément d'archives. Il faut savoir que Truffaut conservait tous ses écrits, notamment les lettres qu'il recevait, mais aussi copie des lettres qu'il envoyait. Donc ce fonds est très très riche. Donc j'ai passé à peu près 1 an à lire toute la correspondance. Mais c'est plusieurs mètres linéaires, c'est plusieurs milliers de lettres. Et Truffaut conservait, y compris les redevances pour la télévision, ses factures de costumes chez Pierre Cardin, etc. etc. Voilà, ce qu'on appelle communément les notes de blanchisserie, quoi. Donc il conservait absolument tout. Et dans cet ensemble-là, j'ai effectivement gardé quasiment toutes les correspondances importantes avec des écrivains. J'ai éliminé uniquement les correspondances où c'était simplement un solliciteur, quelqu'un qui avait écrit un roman ou une nouvelle ou une pièce de théâtre. Truffaut lui répondait systématiquement, même quand ils étaient inconnus, mais en général leur recommandait de d'abord éditer leur œuvre et ensuite on en reparlerait, quoi. Donc j'ai éliminé effectivement cette partie-là qui me semblait moins intéressante. Et puis pour compléter le corpus, je suis allé aussi travailler dans d'autres centres d'archives pour retrouver quelques lettres de Truffaut qui me manquaient. Donc je suis allé à l'IMEC à Caen, retrouver les lettres de Truffaut à Jaco Berti. Je suis allé à la bibliothèque Jacques Doucet à Paris, retrouver les lettres de Truffaut à Louise de Villemorin. Je suis allé à la bibliothèque historique de la ville de Paris, retrouver les lettres de Truffaut à Jean Cocteau, etc., plus quelques fonds privés. Mais voilà, il y a quand même cette idée que ce qu'on arrive à réunir dans ce volume-là, c'est ce qu'on a pu arracher à l'oubli quelque part. On a pu arracher à la destruction, aux ventes aux enchères, à la dispersion,
à des lettres jalousement conservées par des collectionneurs très avares de leur trésor. Voilà, donc on a une toute partie de l'iceberg comme ça, toute petite partie visible réunie dans ces 500 et quelques pages du volume. Vous avez parlé tout à l'heure de Jean Cocteau. Que représentait Jean Cocteau pour François Truffaut? Évidemment, c'est une grande figure tutélaire du cinéma français qui court de la Nouvelle Vague jusqu'à aujourd'hui. On peut penser à Léos Carax ou à d'autres cinéastes. Mais alors, que représentait Cocteau pour Truffaut? C'est une très belle relation qui se noue avec Jean Cocteau. C'est une relation qu'on pourrait dire presque filiale, hein. Donc, d'ailleurs, c'est Cocteau qui ouvre le volume puisque Truffaut a 16 ans. C'est un jeune homme qui vient de lancer un ciné-club qui s'appelle le Cercle Cinéman. Et Truffaut écrit une lettre absolument comminatoire à Cocteau en lui disant, voilà, mon ciné-club va mal, il faut que vous veniez tel jour à telle heure avec une bobine du sang d'un poète sous votre bras, si vous voulez sauver le ciné-club. Malheureusement, Cocteau ne répondra pas à cette lettre, mais il rencontrera Truffaut un an après, donc au festival du film maudit de Biarritz. Et à partir de là, il y a une relation très belle qui va se nouer. Cocteau va être un des parrains importants, hein, de Truffaut au Festival de Cannes 1959, où il présente les 400 coups. Cocteau est au jury et va faire des pieds et des mains pour inventer un prix sur mesure pour Truffaut qui sera le prix de la mise en scène. Et Cocteau va chaperonner, va guider effectivement Truffaut pendant tout le festival dans ce méandre effectivement de journalistes, de reporters, de public. Et c'était assez amusant d'ailleurs. Léo a raconté comment ça s'était passé parce que Truffaut était complètement grisé au moment de la remise des prix, il était complètement perdu dans ce palais des festivals. Et il avait à ses côtés le jeune Douanel qui disait tout le temps « Suis le vieux, suis le vieux !» pour dire effectivement qu'il fallait qu'il suive Cocteau qui se précipitait pour fendre la foule et ouvrir comme ça la voie à son filleul en quelque sorte. Et Truffaut lui rendra bien hommage puisque Truffaut va produire ou coproduire 2 films. Il va produire d'abord une adaptation d'un court-métrage adapté de Cocteau qui s'appelle Anna la Bonne, qui est malheureusement invisible, mais je viens de signer un article pour les cahiers Jean Cocteau qui va paraître bientôt. Donc c'est un court-métrage adapté d'une chanson parlée de Jean Cocteau, tournée par Claude Jutras et produite par les Films du Carrosse. Et ensuite, Truffaut va également coproduire Le Testament d'Orphée, qui est le dernier film effectivement de Cocteau. Le film avait du mal à se produire et grâce à Truffaut et quelques autres mécènes qui entreront effectivement en coproduction, le film verra le jour et est considéré effectivement comme une œuvre importante aujourd'hui dans l'œuvre de Cocteau. Alors, parmi les écrivains avec lesquels il a correspondu, le nom de Jeunet peut sembler a priori surprenant. Enfin, dans quelles circonstances François Truffaut a-t-il rencontré cet écrivain sulfureux? Alors, Jeunet, il le rencontre alors qu'il est jeune militaire. Hein, donc, Truffaut, à cause d'une peine d'amour, s'est engagé dans l'armée. Et au moment de partir pour l'Indochine, il va déserter. Et il va trouver un certain nombre de soutiens, notamment auprès d'André Bazin, de Jean Cocteau. Et à un moment donné, Truffaut, qui a adoré le journal du voleur, dans lequel il s'est complètement reconnu, lui qui était un petit délinquant en fait, hein, il va aimer passionnément ce roman du joueur et du voleur, pardon, et il va écrire à Jeunet pour lui dire qu'il l'admire, qu'il a envie effectivement de le rencontrer, et il va même lui envoyer un article, hein, qu'il a écrit sur ce roman, et contre toute attente, Jeunet va lui répondre et va lui donner rendez-vous dans un hôtel où il habite, l'hôtel Terrasse, donc à Montmartre. Et donc la rencontre va se faire alors que Truffaut a même pas 20 ans, 18 ou 19 ans. Et il va y avoir une rencontre un peu en miroir comme ça. Bien que 20 ans les séparent, quand Truffaut va entrer dans la chambre de Jeunet, Jeunet va lui faire une dédicace en lui disant « Quand vous êtes entré dans ma chambre, j'avais l'impression de me voir ». Parce qu'il faut imaginer effectivement le jeune Truffaut tout malingre, le crâne rasé, quelques marques de coups et de sévices divers.
Donc on a vraiment l'image du petit voleur de chez Genet qui à ce moment-là se manifeste. Et donc il va y avoir une très belle relation où Genet va lui apporter, donc, alors que Truffaut est en prison, de la lecture, des cigarettes, va lui faire découvrir les premiers romans effectivement de la série noire, etc. Et il y a une très belle relation qui va aller jusqu'à un terme fatidique. En 62, il y a une espèce de lettre de rupture. Genet a sollicité Truffaut pour qu'il vienne en aide à son jeune protégé, Abdallah. Et Truffaut va avoir le malheur d'arriver 2 heures en retard au rendez-vous, ce que Genet, effectivement, va juger très sévèrement. Et donc, il va écrire une lettre très dure, une lettre de rupture définitive à Truffaut. Mais on sait que si la relation entre les deux hommes n'a pas perduré, on sait que Truffaut, toute sa vie, a continué à s'intéresser à Genet, à lire ses ouvrages et par effectivement des tierces personnes, a continué à s'intéresser beaucoup à lui et à son devenir. Comment expliquez-vous la correspondance de Truffaut avec des écrivains de droite, voire d'extrême droite, collaborationnistes tels que Claude Elsen, Félicien Marceau ou Lucien Rebatté? C'est assez curieux. Voilà. Oui, j'ai baptisé effectivement Père Maudit, hein, ces écrivains qu'il va fréquenter. Alors, il y en a un surtout qui fréquente beaucoup, c'est Lucien Rebatté, donc qui signait François Vineuil dans les journaux de l'Occupation. Alors, on pourrait effectivement penser qu'il y a une acceptation, qu'il y a un désir effectivement de se rallier à ces théories fascistes, mais moi, je ne le pense pas du tout. Je pense qu'il y a vraiment, la rencontre se fait autour du cinéma. Ça m'amuse beaucoup parce que Michel Simon, le rédacteur en chef de Positif, a écrit à plusieurs reprises dans sa revue et dans d'autres ouvrages que Truffaut a attendu Rebatté à la porte de sa prison, à sa sortie de prison. Il se trouve que Rebatté est sorti de prison en 51 et Truffaut l'a rencontré en 55. Donc il a dû attendre beaucoup s'il a attendu à la porte de sa prison. Donc ils se sont rencontrés effectivement par le biais d'amis communs et autour de leur passion commune du cinéma américain. Hein, vous savez que le cinéma américain était une grande source d'inspiration, de rêverie pour les jeunes Turcs des cahiers du cinéma. Et à cette époque-là, le cinéma américain était mal vu parce que la critique dominante, c'était une critique de gauche, dans la lignée de Georges Sadoul, qui tournait plutôt son regard vers les pays de l'Est, hein, vers le cinéma soviétique, vers le cinéma tchèque, vers le cinéma roumain, et qui considérait le cinéma américain comme un cinéma absolument à bannir des écrans. Donc Rebatté et Truffaut se sont beaucoup retrouvés autour de cette passion du cinéma américain. Et d'ailleurs, dans les rares échanges qu'on a conservés d'eux, il est beaucoup question d'Edgar G. Ulmer, enfin voilà, de cinéastes de l'époque. Truffaut conseille effectivement à son aîné un certain nombre de ses films. Et Rebatté va en tirer une chronique d'ailleurs qu'il va publier dans le journal auquel il collaborait, qui s'appelle Dimanche Matin, qui s'appelle le vieux cinéphile et le jeune spectateur, je crois, ou un titre approchant. Donc il va se mettre en scène, effectivement, échangeant comme ça, dialoguant avec Truffaut autour de leur passion commune du cinéma. Voilà. Pour les autres, effectivement, il va rencontrer Claude Elsen, donc Gaston Derick, hein, qui est un auteur belge, par le biais de Rebatté également, et il va croiser Félicien Marceau uniquement rencontre du film de court-métrage à Tours, au moment où il présente son premier court-métrage, donc Les Mistons, mais il n'y aura pas de relation plus suivie que cela. La seule relation, effectivement, un peu importante, c'est avec Lucien Rebatté. Avec quel autre auteur il a correspondu, qu'il ait eu des longues correspondances avec quel autre écrivain? À part Alors, Cocteau la plus longue correspondance, c'est celle avec le père Mambrino, Jean Mambrino, qui était un père jésuite que Truffaut avait rencontré dans le sillage d'André Bazin au tout début des années 50, alors qu'il collaborait au Cahier du cinéma. Et le père Mambrino, qui était un collaborateur effectivement d'esprit, mais qui écrivait aussi des essais, des plaquettes de poèmes, beaucoup. Restera effectivement un précieux ami et un grand admirateur du cinéma de Truffaut, mais il y a presque une escalade de superlatifs dans ses lettres chaque fois qu'il découvre un nouveau film de Truffaut. Et le père Mambrino viendra
pas confesser Truffaut, parce que Truffaut n'était pas vraiment croyant, mais viendra rencontrer Truffaut quelques semaines avant sa disparition pour échanger, pour discuter avec lui, effectivement, de la vie après la mort. Et une fois le père Mambrino parti, Truffaut aura cette très belle réplique adressée à son épouse, Madeleine Morgenstern. Il lui dira, bon, finalement, il n'en sait pas plus que nous. Hein, sur cet au-delà, en fait, qui le questionnait donc au moment de sa disparition, hein, puisqu'il est mort très jeune, il est mort à 52 ans, en n'ayant effectivement pas tout à fait achevé sa carrière. Est-ce qu'il y a des écrivains qui lui ont inspiré des personnages de ses films? Oui, alors il y a une très belle relation avec Louise de Villemorin, qui est une des rares femmes, effectivement, avec laquelle il a correspondu. C'est une amitié amoureuse. Hein. On sait que Louise de Villemorin était une grande amoureuse, hein, qui a connu beaucoup de passions avec beaucoup de grands de ce monde, notamment avec Orson Welles et beaucoup d'autres, avec Jean Hugo, le peintre et écrivain. Donc oui, il y a une relation, très belle relation qui s'est nourrie entre eux et qui va lui inspirer le personnage de Fabienne Tabart dans Baiser volé, hein, cette espèce de quintessence, hein, de la féminité, d'une féminité très exacerbée. Hein. C'est une espèce de femme inaccessible qui va être tout à fait accessible en fait à Antoine Doinel. Et voilà, on sait qu'effectivement le côté exacerbé comme ça, ces grands soupirs, ces grandes envolées lyriques, c'est vraiment directement inspiré de Louise de Villemorin, que Truffaut admirait beaucoup, mais qu'il intimidait beaucoup. Alors il disait qu'en fait, il aimait beaucoup la voir au milieu d'un cénacle, dans une partie de thé ou lors d'un dîner, parce que là, il avait la liberté de l'observer, mais en étant un peu en retrait, et parce que quand il était face à face avec elle, il était absolument paniqué, tellement qu'il était intimidé par cette femme. Il y a une autre écrivaine, enfin, à part Louise Moulin, c'est Marguerite Duras. Quelle était leur intimité ou leur lien, s'il y en avait? Non, il n'y a pas eu d'intimité. Il y a un certain nombre de lettres, effectivement, comme ça, avec des personnalités, Romain Gary, Georges Simenon, Marguerite Duras, qui sont des lettres de pure contingence, comme ça. Donc, Truffaut écrit à Duras pour lui donner des nouvelles de Jeanne Moreau, hein, donc, qui tourne Viva Maria au Mexique. Et à un moment donné, Duras écrit à Truffaut parce qu'elle cherche un poste de photographe de plateau pour son fils. Donc elle lui écrit comme ça pour solliciter Truffaut. Mais ce que je préfère effectivement dans cette lettre, c'est le post-scriptum où Marguerite Duras écrit baiser volé, c'est formidable. Donc on imagine effectivement Marguerite Duras allant voir baiser volé, ça ouvre des abîmes comme ça complètement surréalistes. Alors, François Truffaut a beaucoup adapté de livres, de ses films. Y a-t-il pas un paradoxe d'un Truffaut critique d'une certaine tendance du cinéma français et le réalisateur de films adaptés de romans? C'est un peu curieux, en fait. Oui, ça peut paraître curieux au premier abord. En fait, c'est pas qu'il a refusé d'adapter des livres, c'est qu'il les a adaptés différemment. C'est-à-dire que quand il adapte, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il rend hommage effectivement à des livres peu connus. Hein. Il faut savoir que quand Truffaut est devenu célèbre, c'est-à-dire dès son premier film, dès Les 400 coups, la Terre entière, tous les producteurs de la Terre lui ont proposé d'adapter La Recherche du temps perdu, Camus, voilà, tous les grands romans de la littérature française, Le Voyage au bout de la nuit, etc. etc. Donc, c'était des romans beaucoup trop intimidants. Et Truffaut a préféré, effectivement, adapter des romans ou des auteurs peu connus qui pouvaient ainsi servir. Et il les a servis en utilisant beaucoup le texte lui-même de l'auteur. Hein, en rendant hommage à l'auteur, en fait, il a travaillé, par exemple, dans Jules et Jim, tout le travail de correspondance entre les différents personnages. Et là, il a véritablement cité
la prose, hein. Donc, pour lui, c'était important d'enchasser véritablement dans son film, dans ses échanges dialogués, la prose même de l'écrivain. Parce que pour lui, il y avait un phrasé, il y avait une musique, il y avait une rythmique qu'il était important de faire découvrir au spectateur dans le but, effectivement, d'en faire un lecteur potentiel. Voilà, donc c'était pas pour lui un refus d'adapter effectivement les romans, mais c'était d'adapter des romans moins connus et en quelque sorte de se mettre au service de ces romans, non pas les exploiter, non pas les découper en tranches comme faisait Orange et Bost pour les adaptations d'Autant Lara et Delannoy, mais au contraire les servir en les citant véritablement, en utilisant le texte de l'auteur dans les dialogues, dans les échanges, pour valoriser effectivement la dimension littéraire de ses œuvres. Toujours pour parler des adaptations, pour quelle raison il a autant adapté en fait des romans de la série noire de Duhamel? Enfin, il y a pas mal d'auteurs américains. Pour qu'est-ce qu'il trouvait en fait? Ben, c'était son goût, effectivement. Il avait ce goût de la série noire, puis ça lui permettait effectivement d'avoir un récit très structuré, mais en même temps la liberté de le transposer dans un autre contexte. Par exemple, le Tirer sur le pianiste, c'est dans un contexte américain, hein, le cadre, et Truffaut va le mettre effectivement dans un contexte français avec une famille d'Arméniens. L'idée effectivement d'avoir des gens un peu déclassés par rapport aux standards de la famille française. Donc voilà, il va toujours trouver des équivalences, mais il a des situations fortes avec une belle fille comme moi. Par exemple, l'idée de cette fille qui est complètement rebelle, hein, pour lui, Bernadette Lafont, c'était une espèce de Michel Simon en femme, quoi, hein. C'était une espèce de Boudu sauvé des eaux, mais en femme, c'est-à-dire quelqu'un qui détruit tout, qui ne respecte aucune règle sociale, qui n'a aucun code, qui a une liberté qui transcende tout et qui fait exploser complètement les règles, les usages sociaux. Voilà, donc il puisait effectivement des situations, il puisait des personnages, des récits, et puis ensuite il est transposé dans d'autres contextes voilà, sociaux, culturels. Donc, il gardait véritablement la structure de fond. À un moment, vous citez dans les notes, il a dit, mon ambition, c'est de faire des films qui ressemblent à des romans. Est-ce qu'il a réussi? Je pense qu'il a réussi pour un certain nombre, effectivement, parce que, je sais pas, la série des Douanel, par exemple, il y a un côté très romanesque, et on se souvient des aventures, des mésaventures du héros, du personnage principal, de son rapport aux femmes, de son rapport au monde du travail, qui est toujours un peu ludique, un peu décalé par rapport à des professions plus classiques. Je pense qu'effectivement, Truffaut, dans un certain nombre de ses films, surtout dans la série des Douanel, a atteint cette dimension romanesque très forte. Peut-être aussi dans La Chambre verte, effectivement, donc adapté d'Henry James, qu'on n'a pas évoqué, où il y a vraiment ce personnage du principal, du héros, donc d'Aven, qui est quelqu'un qui a le culte des morts, des êtres qu'il a aimés, des êtres disparus, et qui leur rend hommage par la création d'une chapelle ardente où il peut accrocher au mur donc leur portrait et ainsi perpétuer leurs souvenirs. Donc là, on a quelque chose effectivement qui est très romanesque dans sa façon d'aborder la mémoire, le souvenir, la transmission effectivement des êtres chers. Puisqu'il y a un passage de relais avec le personnage de Nathalie Baye, il va lui confier un beau jour les clés de cette chapelle pour qu'à son tour, elle puisse perpétuer le souvenir de ses morts, de ces êtres qui lui sont chers. Et parmi toute la correspondance, il y a des choses qui vous ont surpris ou des choses qui vous ont ému en lisant voilà, toute l'entièreté de sa correspondance avec les écrivains? Oui, il y a des choses qui m'ont ému, des choses qui m'ont surpris, des choses qui m'ont, oui, étonné. Et j'ai beaucoup aimé l'échange à deux reprises, donc deux périodes différentes, avec Jean-Louis Bory, qui est un auteur que j'aime beaucoup, dont j'ai beaucoup lu les écrits sur le cinéma, les chroniques sur le cinéma. Donc, ils s'écrivent une première fois, je crois c'est fin des années 70. Bory avait fait un article dans le Nouvel Observateur où il accusait Truffaut, Romer et enfin tous les cinéastes de la Nouvelle Vague de s'être fait, je cite, ramasser par le système.
Et Truffaut lui fait une très très belle réponse, très longue, je crois que ça dure une dizaine de pages manuscrites, dans lequel il lui démontre A plus B qu'il ne s'est absolument pas fait ramasser par le système, qu'il a toujours fait les films qu'il avait envie de faire, que certains ont eu du succès, ont trouvé leur public, d'autres pas, mais qu'il continue effectivement à faire les films qu'il aime. Et il annonce d'ailleurs dans tout un programme les films qui lui restent à faire dans les années à venir. Je trouve cette lettre absolument magnifique, parce que Truffaut a un côté très introspectif, plonge véritablement ce livre à une auto-analyse, comme s'il était sur un divan effectivement de psychanalyse, et fait preuve d'une grande justesse et d'une grande sévérité même dans l'analyse de son parcours, mais réfute l'idée selon laquelle effectivement il se serait fait ramasser par le système. Et quelques années après, il va y avoir un nouvel échange avec Jean-Louis Bory, puisque Jean-Louis Bory, à un moment donné, a des problèmes dans sa vie privée, donc fait une dépression nerveuse, et qui va d'ailleurs le conduire à sa mort, puisque Bory va se suicider. Et Truffaut lui fait une très belle lettre, en lui disant que lui aussi a connu la dépression nerveuse, qu'il est de tout cœur avec lui, qu'il sait qu'au bout d'un moment, Bory va donner un grand coup de pied au fond de son gouffre pour remonter à la surface, et va continuer, va reprendre l'écriture, et va se remettre à son œuvre, et que c'est ça qui va le sauver. Malheureusement, ce ne sera pas le cas, mais voilà. Il y a deux très beaux échanges avec Bory qui, pour moi, effectivement, sont très importants dans le volume. Et est-ce qu'on sait si Truffaut avait des projets de livres? Est-ce qu'il aurait pu écrire un livre? Il a écrit un certain nombre de scénarios qui ont été transformés en livres. L'homme qui aimait les femmes, c'est devenu un ciné-roman chez Flammarion. La petite voleuse qu'il voulait adapter, dont il avait coécrit le scénario, est devenu un livre également. C'est Miller qui l'a tourné en film. Il a un certain nombre. Et il avait d'autres projets d'adaptation, notamment d'adapter Né de cuir de La Varinde pour confier le rôle à Depardieu. Ils étaient d'ailleurs allés voir ensemble à la Cinémathèque française une version ancienne, interprétée par Jean Marais. Et ça faisait partie des projets d'adaptation de Truffaut à la fin de sa vie. Et Truffaut disait d'ailleurs qu'à la fin de sa vie, quand il aurait plus la force de réaliser, il deviendrait soit éditeur, soit écrivain. Donc c'est vous dire qu'il avait vraiment le projet quelque part de boucler la boucle, et de consacrer encore beaucoup de temps à l'écrit, ses premiers amours de jeunesse en fait. Merci. Merci à vous.